The next talk will be given by Regine Debati. Donc la prochaine présentation sera présentée par Régine Debati, qui va vous présenter le bien, le moche et l'ignoble de la théorie de l'art et de la tech. Donc ça, c'était pas censé se produire, désolé. Donc bonjour tout le monde. Donc je suis Régine Debati. Je suis une critique artistique et blogueuse depuis 2004. Et je travaille sur un blog où on regarde comment les artistes et les hackers utilisent la science et la technologie d'une façon critique et engagée socialement. Donc il y a quelques semaines, les organisateurs du congrès m'ont envoyé un mail et m'ont demandé si je pouvais faire un tour d'horizon des travaux les plus intéressants en art et technologie en 2018. Et lundi, quand j'ai commencé à travailler sur ma présentation, et je me sentais vraiment de la mission de délivrer du contenu et de montrer beaucoup de choses sur la technologie. Et les choses sont parties un peu en vrille à partir de là. Et j'ai commencé à rajouter pas mal de vocabulaire et il y a beaucoup de choses. Et donc c'est devenu une présentation où il y a beaucoup de choses que je trouvais intéressantes cette année, mais ça va être inclus dans un narratif un peu plus large. Qui présente un peu comment les artistes actuellement utilisent un peu la technologie et la science pour explorer les limites du corps humain, mais aussi utiliser les sciences et les technologies pour mettre au défi l'intelligence humaine en fait. Et donc l'exposition 1, c'est un travail qui s'appelle Face Detected, donc visage découvert. C'est peut-être pas le meilleur que je jugerais de 2018, mais c'est un artiste que j'estime beaucoup. Et donc Dries De Porter, l'artiste, avait une exposition au Mu Art Space à Eindhoven, et il a installé ses blocs d'argile sur les tables et a invité des sculpteurs à venir et faire des portraits des gens. Et commencer à façonner ces bustes. Et donc le processus a été suivi par l'audience, mais c'était aussi suivi par des logiciels de reconnaissance faciale. Et à partir du moment où le logiciel reconnaissait un visage, l'artiste recevait un message disant « Arrête-toi, on a reconnu un visage ». Et ce qui est intéressant, c'est que il y a pire que ça. Hein. Donc, selon les logiciels de reconnaissance faciale, vu qu'ils utilisent différents paramètres et ils ont été programmés par différentes personnes, ils reconnaissent pas nécessairement. Ils sont pas nécessairement aussi rapides les uns que les autres. Ils ont des paramètres différents. Et c'est pour ça que les résultats sont vraiment tous très très différents. Et la raison pour laquelle j'ai trouvé que ce projet était digne d'attention, c'est parce que l'espace de plus en plus grand de l'intelligence artificielle, des algorithmes, vous pouvez appeler ça big data, logiciel, et le rôle de plus en plus important de ces systèmes, et que ces systèmes prennent en fait dans la culture. Il y a encore quelques temps, la culture, on pensait que c'était surtout l'apanage des humains, la créativité, l'innovation, l'inventivité, c'était quelque chose d'humain, mais maintenant c'est devenu banal de dire en fait vous écoutez de la musique, mais ça a été composé par un algorithme, ou vous lisez un livre, vous lisez un poème qui a été généré en fait, et c'est devenu un peu banal. Et en fait, ça se produit aussi dans le domaine des arts visuels. Par exemple, cette année, on a eu quelques exemples. Si vous regardez les journaux, même les journaux usuels,
on a eu pas mal d'articles disant oh les algorithmes ont fait ces chefs-d'œuvre. Par exemple ce portrait vraiment étonnant de cet homme qui a fait les unes parce que c'était le premier portrait qui a été généré par un algorithme qui a été vendu à Christie's qui est une maison d'enchères. Et donc ça a fait la une non seulement parce que c'était le premier, mais parce que aussi ça a été vendu pour un prix très haut, à peu près 40 fois le prix, la mise à prix. Et donc c'est un algorithme fait par un collectif basé à Paris. Et ça a été vendu pour à peu près $1,5 million. Et si je dois être honnête avec vous, je peux pas penser à un travail qui a été fait majoritairement par un algorithme qui m'a autant impressionné et transformé. Mais je pense que je suis une minorité parce que vous avez probablement entendu parler de ces expériences scientifiques où des informaticiens à l'université du New Jersey ont fait ce programme qui peut répliquer et fabriquer des œuvres abstraites. Et ils ont demandé à des humains de regarder ces peintures. Et ils y ont mélangé en fait des peintures qui avaient vraiment été faites par des humains et qui étaient exposées, qui ont été exposées à Art Basel. Et ils ont regardé comment est-ce qu'ils réagissaient et d'après eux, qu'est-ce qui avait été généré par des humains. Et les gens ont vraiment bien répondu à ces peintures qui ont été générées par ordinateur. Et même, ils tendaient à les préférer et ils les trouvaient plus communicatives et plus inspirantes en fait. Et donc peut-être qu'un jour je serai impressionné, mais je voudrais dire que je serais pas plein de soucis si j'étais artiste. Je vais pas. Oui, peut-être que si vous faites ce genre de peinture, vous devriez avoir des soucis, mais je pense que le type d'artiste pour lequel je m'intéresse, je leur fais confiance pour continuer à mettre au défi en fait ces systèmes informatiques et je les pense capables de mettre à profit ces choses pour continuer à saboter, mais aussi les faire aller dans leur sens et en tirer profit en fait. Mais je serais plutôt inquiète pour la critique artistique. Donc il y a quelques années, donc en 2006 par exemple, il y a eu au Palais de Tokyo à Paris, il y a eu un artiste qui montrait un programme qui générait automatiquement du texte qui était écrit par des critiques artistiques. Je suis désolé, l'exemple est en français. Donc pour nous, en traduction, ça nous arrange. Donc il disait que les revues de presse étaient un peu cryptiques et c'est tellement crédible en fait. C'est le genre de rhétorique un peu enflé, un peu qui fait plein de références à des philosophes français importants. Et personnellement, je serais plus inquiète pour mon travail que pour celui des artistes. Celle-ci, c'est notre installation artistique que moi j'ai bien aimée de l'année 2018. C'est une installation qui joue et qui sous-vertise l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence au domicile, les assistants au domicile comme Alexa et Siri. Alors vous connaissez peut-être l'artiste, c'est Median Group Beatnik. Ils ont collaboré avec un DJ et artiste électronique LoJack et ils ont fait un album qui sera joué exclusivement à partir de Alexa, Siri et ses assistants vocaux. On va écouter justement un morceau dans un moment. Ce que la musique elle fait, c'est d'interagir avec Alexa, avec Siri, où ça donne un ordre ou quelque chose à dire. Ça essaie aussi de s'exprimer et de communiquer avec ces appareils les angoisses et
les doutes et les autres émotions que l'artiste ou même nous on arrive à avoir autour de ces assistants intelligents au domicile. Si c'est la peur par rapport à la vie privée, si c'est quelque chose qui est lié au fait qu'ils sont nommés intelligents et qu'on réduise notre garde et qu'on commence à leur faire plus confiance. Alors je vais faire écouter un de ces morceaux. Il y a 3 ici. Il m'a envoyé 3. Alexa, I used to bark commands at you. Now I say please and thank you. Never mess with someone who knows your secrets. Siri, there is nowhere far enough to hide from you. Okay, Google, are you laughing at me? You used to answer that. Now you disengage. Never enough digital street smarts to outsmart Alexa. 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 Hey, Alexanxiety, I want my control back. I want my home back. Siri, delete my calendar. Siri, hold my calls. Siri, delete my contacts. Okay, Google, what's the loneliest number? Okay, Google, stop. Okay, Google, stop. Okay, Google, please stop. Alexa, help. Alexa, disable Uber. Alexa, disable lighting. Alexa, disable Amazon Music Unlimited. Alexa, quit. Hey Siri, activate airplane mode. If you need me, I'll be offline in the real world. And that's it for this one. Ça, c'était tout pour cet morceau. Oh my god, what is that? Et ça, c'est un autre morceau qui commence à jouer. Ça, c'est Yeah, my boyfriend is watching. mon copain qui écoute et qui regarde. Il va bien aimer. Yeah, let's be serious with the Alors, soyons sérieux pour l'instant. Alors, il y a 2 raisons pourquoi ce morceau est intéressant. La première raison, c'est parce que vous n'avez pas franchement besoin d'un de ces appareils intelligents pour s'amuser avec ces appareils. Cette musique a été conçue pour jouer à volume maximal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un de ces appareils, mais vous pouvez augmenter le volume et peut-être si vous ouvrez votre fenêtre, ça pourrait interagir avec les appareils de vos voisins, de jouer un peu avec leurs appareils intelligents au domicile. L'autre chose intéressante, c'est que Alexa a été designée pour être au plus proche possible à un humain. Et donc, à chaque fois que vous demandez la question, la réponse est un tout petit peu différente à chaque fois pour réagir comme un humain. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a aussi des changements dans la manière que ça peut répondre. Et comme j'ai dit, les artistes ont créé ce morceau pour communiquer leurs doutes et leur anxiété autour de ces systèmes intelligents. Parce qu'il y a quand même des problèmes avec ces systèmes. Un de ces problèmes, c'est le problème de surveillance. Ces appareils viennent avec des systèmes de surveillance corporatifs qui sont intégrés dans le hardware ou dans le software, dans la programmation. Amazon a envoyé, ça c'est une histoire qui a été envoyée sur le Verge il y a quelques jours. C'est l'histoire de all the data you've collected about me over these past few years. And then he received this data. He said that he received the wrong data. Donc il reçoit les données, sauf qu'en fait il a reçu pas les bonnes données, mais d'autres données. Donc il a envoyé un mail à Amazon. Attendez, il y a un problème, mais Amazon n'a jamais répondu à ce mail. Donc il a contacté un journal à main
Et puis le reporter a réussi à obtenir les informations, qui a été l'ancien utilisateur de cet appareil, qui était sa copine, qui était ses contacts dans les médias sociaux comme Facebook. Donc en fait, on voit bien pourquoi les artistes et d'autres commencent à avoir peur ou ont des soupçons par rapport à Alexa et d'autres smart devices, parce que en fait, ces appareils ne sont pas toujours aussi sophistiqués. Et puis, par exemple, les parents les donnent à leurs enfants. Et puis, ils écoutent tout le monde. Donc, par exemple, ici, le perroquet va apprendre à parler à Alexa, en fait, en imitant c'est Alors ce paro a ajouté à la caisse des brocolis, des glaces, des choses qui sont pas forcément utiles. Il y a souvent des histoires comme ça dans les journaux ou à la télévision quand quelqu'un parle par rapport à ce qu'ils ont dit à Google, OK Google ou à Alexa. Et si les gens ils regardent la télévision et vous avez un appareil comme ça chez vous, peut-être cet appareil va commander des choses ou peut-être ça va réagir à vos actions. Comme vous pouvez voir, ce système intelligent n'est pas forcément très intelligent des fois. Ça n'arrive pas toujours à différencier entre la personne qui est à l'intérieur de la salle et différencier avec les personnes qui sont à l'extérieur. Peut-être des voix qui sont émulées par des oiseaux ou par la télévision. De notre point de vue, les machines intelligentes peuvent être confuses, mais en termes d'humains, on peut être aussi confus. Quand on lance le mot intelligence artificielle, la plupart des personnes, les personnes sont prêtes à croire à la hypnose. Quand on lit par rapport à ce qui se passe en Chine avec ce système très sophistiqué qui apparemment fonctionne très bien, qui reconnaît les visages de très bonne qualité, de très sophistiqués aussi. En réalité, la technologie a des limitations et il y a aussi beaucoup de limitations avec la bureaucratie et les données ne sont pas forcément digitalisées. Des fois, le travail de la police n'est pas aidé par le travail de CCTV, de l'enregistrement vidéo et par l'intelligence artificielle. Et il doit faire confiance à la bureaucratie, à leurs papiers et à leurs méthodes traditionnelles. À la fin du jour, ce qui compte, c'est que avec l'intelligence artificielle, on a peur des fois qu'on sera toujours sous surveillance, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Aussi, on nous parle qu'on aura bientôt des voitures intelligentes, des voitures autonomes qui vont conduire d'une manière sans problème entre un point à l'autre point dans une cité. Mais en réalité, on leur entraîne toujours. Chaque fois qu'on utilise reCAPTCHA, on doit identifier les carrés où il y a des feux, des magasins ou même des postes, des signes de poste. Où je veux y aller avec ça, c'est qu'il y a encore beaucoup des humains derrière les machines. Il y a encore beaucoup de procès. L'intelligence artificielle est inutile sans les datas. Et les datas sont inutiles sans que les données soient taguées. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une émergence de factories, des usines où il y a des personnes qui sont derrière des ordinateurs, où ils rajoutent des commentaires et des points sur des images, sur des données pour leur augmenter. Cette intelligence artificielle qui a dû nous libérer du travail qui est pas très intéressant
Ça cause quand même du travail qui n'est pas très intéressant pour les autres personnes. Amazon, which is Amazon Mechanical Et Turbo. c'est justement ce que Amazon ils font, par exemple, avec leur Artificial Intelligence, avec leur Faux Automation, avec leur service de Mechanical Turk. Human labor for the digital Et sector. certains de ces caractéristiques, c'est la hyperfragmentation du monde, Divided in small chunks. où on divise le monde dans des petits morceaux, A lot of its prestige, a lot of its values. et ça peut perdre beaucoup de valeur, de prestige, et les personnes ils sont sous-payées. Cette culture de travail est en train d'augmenter, elle est en train de rentrer dans le monde des personnes créatives, des freelanceurs. Il y a cette plateforme qui s'appelle Fiverr, par exemple, une plateforme de crowdsourcing où vous pouvez acheter des services des personnes qui vont faire le design pour vous, par exemple votre logo, ou une carte postale, ou une carte de business, carte de visite, ou faire un testimonial, un vidéo, ou par exemple, ici, il y a un exemple For you, two magnifica- où ils vont vous créer 2 logos en 48 heures pour $5. Ça, c'est très, très bas. The characteristic of this Les caractéristiques de ces entreprises, de ces plateformes de crowdsourcing, ces services, c'est que ils font confiance sur la précarité. Fiverr, par exemple, ont eu une campagne de publicité où ils ont glorifié l'idée de travailler jusqu'au mort, travailler super dur. Et ici, c'est où moi je vais à la 3e installation artistique qui a été créée il y a quelques années par Michael Mandelberg, qui voulait créer un portrait de la personne cachée derrière l'usine digitale. Pour le faire, il voulait recréer le film iconique de Charlie Chaplin, Modern Time, temps moderne de 1946. Ça, c'était l'ère de la Grande Dépression. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient sans emploi, qui n'avaient pas assez à manger, qui ont eu des difficultés avec leur vie. Et Michael Mandelberg a refait ce film, l'a mis au jour. D'abord, il a écrit un code. Le code a coupé le film de Chaplin dans des petits morceaux de quelques secondes. Et ensuite, il a contacté des personnes sur Fiverr, sur ces plateformes. Il a donné des petits morceaux de ce clip à ces personnes sur Fiverr pour qu'ils puissent le reproduire. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et je vais justement vous montrer un extrait. Bien sûr, l'artiste n'avait pas de la contrôle sur l'endroit, sur le choix de la production. Et j'espère que moi, je vais trouver la bonne vidéo et pas la fitness vidéo. Voilà un extract.
Alors, je pense que vous avez compris le point. Bien. Alors, avec ce travail, Michael Mandelberg a essayé de faire un portrait caché de l'aspect humain de ce travail qui est fait par les freelancers. Et vous pouvez voir que le résultat est très chaotique, qui est bien dispersé, bien fragmenté partout dans le monde. Ça, c'est le caractéristique de ce travail, de ces usines digitales. Avec ce monde qui est caché, on peut continuer par rapport aux modérateurs des contenus, des médias sociaux, des réseaux sociaux. Peut-être vous avez entendu parler de cette histoire qui est originée de l'Allemagne. J'ai écouté une interview avec une personne qui a travaillé en termes de modérateur des réseaux sociaux et elle m'a expliqué le type de travail qu'elle a fait. Le travail qu'ils font est sous un contrat de confidentialité. Du coup, c'est très rare de rencontrer une personne qui va expliquer ce qu'ils font. Chaque jour, chaque modérateur doit passer par 1300 contenus qui a été marqué comme inapproprié ou autre. Du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire une analyse profonde. Et justement, elle m'a expliqué qu'il n'y a pas d'opportunité pour réfléchir et le procès pour juger chaque contenu dure que quelques secondes. Si le contenu sera bloqué et si ça va rester sur Facebook. Tout ce processus de réflexion est réduit à l'automatisation. La chose intéressante, c'est que la nuit, pendant qu'elle dort, elle dormait, elle pensait par rapport aux choses, refaire les choses d'une manière automatique à chaque fois. Donc, on voit bien que dans ces grandes entreprises, le désir est là de remplacer toutes ces tâches par des machines automatiques, mais ceci n'est pas encore possible. Donc, ils utilisent encore des humains qui, en fait, maintenant refont les mêmes tâches monotones que les machines étaient censées faire. Excusez-moi. Ah, ok, je pensais que quelqu'un avait posé une question. Ok, où en étais-je? Donc la solution était de réduire ces personnes à des machines et d'automatiser de cette manière les tâches. Et donc, un exemple, donc on voit bien comme leur environnement de travail est complètement différent de cet autre exemple des bureaux de Google, mais qui ressemble beaucoup plus à une usine. Je pense que la manière dont le travail est automatisé peut être comparée à la manière dont le travail est automatisé dans les entrepôts d'Amazon qui a mis en place un système de logiciels qui disent aux salariés ce qu'ils doivent faire, qui les contrôlent à tout moment, donc, par exemple, ici, on voit des brevets qui ont été déposés par Amazon, qui est particulièrement effrayant, puisqu'on voit comme les salariés sont contrôlés très précisément et puis
avec un retour haptique aussi qui leur mentioning Amazon, but qui permet de les contrôler. it's being adopted elsewhere in Donc on voit aussi que ces principes sont repris dans d'autres entreprises, par exemple ici dans Auchan Drive. Au lieu d'aller au supermarché, de passer par le supermarché, on passe la commande en ligne et puis 10 minutes plus tard, quand on arrive au supermarché, on a les sacs tout prêts à reprendre. Et puis on voit bien sur la photo que l'appareil qui est utilisé est le même que celui qui est utilisé par Amazon. Et ce que je trouve le plus effrayant, c'est que quand ils obtiennent la liste des produits qu'ils doivent prendre, ils ne reçoivent. On ne leur dit pas de prendre 3 bananes et puis 2 paquets de chocolat, mais on leur donne uniquement des numéros et des coordonnées où est-ce qu'ils doivent les prendre. Et puis, ils doivent les trouver le plus vite possible. Donc, ils doivent aussi avoir peur de revendications de leur chef qui pourrait les envoyer dans la partie surcongelée. J'aimerais regarder sur les personnes qui veulent être plus proches aux machines, un peu plus proches aux robots, mais à leur terme avec leur contrôle. Et c'est quelque chose qu'ils font volontairement. Il y a une communauté des personnes qui s'appellent les grinders. Ce sont des personnes qui n'hésitent pas à couper leur corps pour intégrer des aimants, des chips, pour augmenter leur perception, pour augmenter ce qu'ils arrivent à faire. La première fois que j'ai entendu parler d'eux, c'était au CCC en 2006, quand un journaliste, Quinn Norton, a installé un aimant dans ses doigts. Et elle pouvait sentir les champs électromagnétiques qui m'a beaucoup fasciné. Comme vous pouvez voir, l'esthétique est un peu dure et un peu sale. C'est une vision d'un monde qui va venir. C'est un monde qui est très différent esthétiquement et qui est vendu d'une manière différente que la vallée de Silicon. Je trouve que c'est très fascinant de voir comment ils prennent contrôle de la technologie pour montrer comment ça peut voir en réalité. Alors, dans la troisième partie de mon discours, je vais parler de la confusion entre l'intelligence des machines et la confusion qu'il y a. Alors, dans cette troisième partie, je vais regarder sur une autre manière d'hybridiser des humains, des corps, ce fois entre les corps et autres animaux. Nous avons été en train de jouer avec nos corps pendant des dizaines d'années, depuis les années 60, quand on a commencé à prendre des pilules contraceptives, et aussi des personnes qui ont changé leur genre, des personnes qui ont joué avec leur corps. La première célébrité transgenre était George Jorgensen, qui a commencé sa vie en termes de GI et a commencé sa vie comme entertainer femelle. Ensuite, j'ai vu ça il y a quelques semaines sur une exposition photo WordPress. C'est une photo qui a été prise à Taïwan. Et Taïwan, c'est en fait... ça a émergé comme une des principales destinations touristiques pour la médecine, parce que vous pouvez avoir une sécurité sociale qui est assez intéressante et des opérations qui sont assez abordables en prix. Et donc la niche pour ces opérations, c'est aussi les opérations de réassignement de sexe. Et donc l'opération vient de terminer et le médecin montre au patient son nouveau vagin.
surgery, the patient, of course, had to Et donc avant cette opération, donc il a fallu lui prendre des hormones et une des hormones ce sont des oestrogènes et donc les oestrogènes ce sont les hormones sexuelles féminines et elles sont responsables notamment de la féminisation du corps et des hormones. Et donc si vous êtes un homme, vous allez peut-être vous en aller en vous disant ouais, j'en ai rien à faire des oestrogènes et pourquoi parce que ça me concerne pas, mais en fait vous devriez vous en soucier parce que même les poissons en fait s'en soucient. Les biologistes ont commencé à être assez inquiets il y a quelques années parce que certaines populations de poissons, en particulier les poissons mâles, se féminisaient. Leurs organes sexuels commençaient à être à la fois mâles et femelles. Et en fait, ils ont découvert que c'était le contact avec les xénoœstrogènes qui sont partout maintenant dans l'environnement. Ils affectent pas seulement les poissons, mais aussi d'autres espèces animales et en particulier les humains. Et donc, en fait, ils sont partout. Plus que 10 minutes. Ils sont souvent les résidus de processus industriels, par exemple dans des plastiques, dans des lacs, dans des produits de beauté, dans des produits qui servent à faire le ménage, dans les insecticides, dans le PVC. Parfois, c'est relâché par les industries dans les flux d'eau. Et je vais continuer en vous montrant de l'art abstrait. Donc ça, c'est par Juliette Bonnevio, qui était intéressée par ces xénoœstrogènes. Elle a regardé où est-ce qu'ils étaient présents dans l'environnement et elle a pris en photo ces sources et elle a séparé par couleur. Elle les a mélangées. En fait, elle a pris des sources et ensuite elle les a réduits en poudre et elle les a utilisées, elle les a répandues sur des canevas. Et donc vous avez des images en fait de ces produits chimiques qui colonisent notre corps progressivement. Donc c'est aussi lié à des sources de cancer pour les hommes et les femmes, des baisses de QI, mais aussi des problèmes de fertilité, des débuts prématurés de la puberté. Et en conclusion, on devrait vraiment être plus vigilant par rapport aux xénoœstrogènes. Et donc dans les dernières minutes, je voudrais parler assez brièvement de deux projets que des femmes artistes où des femmes artistes ont exploré leurs hormones et leur corps féminin et comment est-ce que ça pouvait être utilisé pour avoir des relations avec des animaux non humains. Donc le premier, c'est un projet par Ai Hasegawa qui était dans sa quarantaine et qui avait un dilemme. Elle se disait peut-être que c'est le moment d'avoir un enfant, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant? C'est beaucoup de responsabilités. Et puis il y a déjà de la surpopulation, mais de l'autre côté, si j'ai pas d'enfant, ça veut dire que toutes ces règles douloureuses auraient été vaines. Et en fait, d'un autre côté, elle aimait bien aussi manger des espèces en voie de disparition, en particulier des dauphins, des requins et des baleines. Donc d'un côté, elle aimait bien les manger, mais d'un autre côté, elle contribuait à leur disparition en fait. Et du coup, comme une solution, elle a trouvé comme un projet spéculatif, peut-être qu'elle pourrait donner naissance à une espèce en voie de disparition. Elle pourrait devenir une mère porteuse d'un dauphin en utilisant son ventre comme un incubateur pour un autre animal. Et pour utiliser ça, en fait, elle a consulté un expert en biologie synthétique, en obstétrique, et qui leur ont dit que techniquement c'était possible. Elle aurait juste besoin d'utiliser la biologie synthétique pour modifier le placenta du bébé. Elle n'aurait même pas besoin de modifier son corps.
Il faudrait juste qu'elle modifie le placenta du bébé pour être sûr que tous les nutriments, les hormones, l'oxygène et tout ça étaient communiqués correctement entre la mère et l'enfant, à l'exception des anticorps, puisqu'ils pourraient mettre en danger l'animal. Et donc, si tout se passe bien, elle donnera naissance à un dauphin. Elle lui donne les anticorps à l'aide de lait. Et une fois que ce sera un adulte, il pourra être relâché avec une puce et comme ça elle pourra l'acheter quand il sera pêché et le manger et le récupérer dans son corps. Et quand j'en ai entendu la première fois de ce projet, je me suis dit, je riais pas vraiment, mais plus j'y réfléchissais et plus je trouvais que ce projet était vraiment intéressant. Parce que je comprends que ça n'ait pas vraiment beaucoup de sens de donner naissance à un humain de plus. Donc pourquoi pas utiliser son système reproductif pour aider l'environnement et l'utiliser pour sauver des espèces en danger. Il me reste 5 minutes, donc il va falloir que je fasse des choix. Je voulais parler de Maya Smrekar. Elle a eu une série de projets où elle étudie la coévolution des humains et des chiens. Et pour faire très court, une de ses expositions, c'était de passer 4 mois dans son appartement à Berlin avec ses 2 chiens, donc un chien adulte et un chiot nommé Ada. Et donc elle les a... en fait, elle a forcé son corps à produire du lait, même si elle n'était pas enceinte. Et donc j'ai trouvé que ces 2 projets étaient vraiment intéressants parce que ça montre la puissance du corps féminin et ça montre que ce qui empêche les humains d'avoir cette maternité en fait transgenre, c'est pas tant la technologie, mais plus la société qui impose aux femmes de quoi faire avec leur corps. Et ça permet aussi de remettre en question notre anthropocentrisme et de remettre en question le fait qu'on est au contrôle du monde. Et donc, comme une parenthèse, si vous êtes intéressé par les œstrogènes, je recommande cette présentation de Mary Magic qui a été donnée l'année dernière au Chaos Communication Congress à propos des œstrogènes, leur lien avec l'histoire et son travail en tant que biohacker. Et en conclusion, vous me demandez peut-être pourquoi je parle d'intelligence artificielle et de maternité interespèce. En fait, je pense que quand on regarde le monde numérique, on oublie peut-être qu'il y a un monde matériel derrière, que pour avoir une intelligence artificielle, il faut une infrastructure, il faut des équipements, il faut des serveurs, il faut des espaces de stockage de ces données. C'est un peu comme le cerveau humain. En taille, il est assez petit, mais il utilise 1/5 de l'énergie que consomme notre corps. Et ça veut dire aussi que l'intelligence artificielle a besoin d'une infrastructure très importante. C'est très coûteux en énergie. Vous avez déjà vu toutes les communiqués de presse d'Amazon, Google, Facebook et tout ça, qui sont en train de se tourner vers les énergies vertes, mais ils utilisent encore beaucoup d'énergie fossile pour alimenter leur ferme de serveurs. Et pour fabriquer les serveurs qu'on utilise, il faut toujours utiliser des minéraux qu'on peut récupérer dans des mines qui sont potentiellement très dangereuses. Les éléments qu'on utilise, ils sont pas infinis non plus, et à moins qu'on récupère ces minéraux dans les astéroïdes ou dans les océans prochains, on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement.
Et, That's very damaging. et le problème, c'est que les trouver et les produire, en fait, c'est très dangereux pour l'environnement. Et j'ai la sensation qu'on est un peu comme les golfeurs dans cette image. Quand je vais à certaines conférences d'art ou de technologie, je trouve qu'on est un peu complaisant et que notre vision du futur est un peu étroite d'esprit. Peut-être que c'est normal, je pense que ça vient aussi si vous allez voir quelqu'un qui a un super boulot à la Silicon Valley, il leur demande Si vous demandez la même question à quelqu'un qui est activiste chez Greenpeace, ils auront peut-être une perspective complètement différente par rapport à leur vision au futur. Des fois, je me demande si on est trop obsédé sur la technologie ou le technofixe, cette tendance de voir un problème et de penser que si on lance beaucoup de technologie dessus, on pourra le résoudre. Peut-être le problème était créé en première place par la technologie. Souvent, on commence à penser beaucoup au fait que si un woolly mammoth sera recréé, ce sera peut-être super cool, mais on ne pense pas aux toutes les espèces des animaux qui cessent d'exister. Chaque jour, entre 100 et 200 différents types d'espèces, des insectes et des fleurs et des autres flora et fauna qui disparaissent chaque jour. Mais on a quand même ces histoires, ces animaux hybrides pour leur exploiter. Est-ce qu'on doit regarder, est-ce qu'on doit travailler sur cette viande qui est créée au laboratoire, qu'en réalité, elle n'est pas forcément guilt-free? Et moi, je ne pense pas forcément que ça, c'est la bonne solution, la meilleure solution pour résoudre l'impact horrible que l'industrie des viandes a sur la planète, sur notre santé et sur les animaux. Il y a une autre solution, c'est d'adopter une diète qui est basée sur les vegans, sur les plantes. Est-ce qu'on doit être excité pour quelqu'un au Japon qui a créé une drone qui arrive à polliner les fleurs? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des abeilles qui disparaissent et c'est vraiment mauvais pour notre système de nourriture. Est-ce qu'on doit utiliser le geoengineering pour résoudre nos problèmes du climat? Et moi, je vais finir avec cette image. C'est un service qui peint votre pelouse en Californie. Vous savez sûrement qu'il y avait une très mauvaise période de mauvais météo et ils vont voir que l'herbe est jaune à la place de vert. Du coup, maintenant, il y a un service en Californie qui peut réparer le problème en repeignant la pelouse en vert. Et ils disent « Fuck you, global warming » et ma pelouse est verte. Et ça, c'est comment moi je voulais amener toutes ces visions ensemble, ces visions qui sont différentes. Peut-être qu'on a tous différentes de chacun, mais on n'a qu'une seule planète, qu'une seule humanité. Moi, je suis vraiment horrible à conclure les choses. Du coup, je l'ai écrit. Les artistes qui ont fait 2018, une année très excitante. C'est pas forcément les artistes qui ont démontré les choses technologiques qui sont les plus fascinantes, mais surtout les artistes qui amènent les conversations difficiles par rapport au futur. Soit c'est la conversation sur le futur de la technologie, sur les autres formes d'intelligence, de vie ou la technologie. C'est surtout les artistes qui essaient d'introduire
un dialogue entre les valeurs idéologiques, minéralogiques et de penser comment on arrive à affectionner chacun et chacune. Merci beaucoup. Thank you, Regine, for Merci Régine pour cette confusing talks ce, about, ce discours qui est des fois un peu confusant. Je pense toujours à cette partie avec les dolphins. Mais bref, but by the way, this grass painting thing is maybe mais à part ça, cette peinture de pelouse est très intéressante. Peut-être c'est quelque chose que je peux utiliser chez moi. Alors, on a des questions au micro 2. On va commencer par là. Bonjour. J'ai une question par rapport à une partie particulière. Vous avez parlé sur l'intelligence artificielle en art. Et vous avez mentionné qu'il y a des programmes qui dessinent des peintures ou écrivent de l'écriture. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle qui crée des idées pour les installations artistiques? Oui, alors, en fait, je crois que ce soir, si vous regardez le programme, c'est peut-être ce soir ou demain soir, il y a un talk de la part de Maria et Nicolas, qui sont deux articles. Je crois que le titre, c'est Disnovation. Et je pense que vous risquez d'aimer ce qu'ils vont présenter. Et je sais que un de leurs travaux, j'ai oublié le nom, mais s'ils sont dans la pièce, ça serait fantastique. Mais ils avaient un projet où ils ont un bot qui est sur Twitter et qui traverse les blogs et les journaux à propos de créativité et de technologie et qui utilise toutes ces données pour générer des titres un peu fous et stupides pour des installations. Et ensuite, les artistes mettent au défi d'autres artistes de prendre ces tweets qui sont vraiment fous et en faire des installations. Et donc ça c'est une façon un peu compliquée où l'IA est utilisée pour faire des installations artistiques. Mais pour l'instant je peux pas penser à d'autres de façons. Mais si vous voulez, vous pouvez m'appeler et me donner. Et si vous avez d'autres idées. okay. Any more? Alors, est-ce qu'il y a des autres questions? I don't see any. Non, je ne vois pas de cette question. Ah, si, il y a une question tout au fond. Micro 4. Alors, moi, je pensais qu'il y a probablement la certitude qu'on développe une race humaine qui a beaucoup de développement très court terme. On va aller au Mars. Et en un certain sens, est-ce qu'on doit diviser la race humaine entre plusieurs planètes avec la modification humaine? Okay, I didn't understand the question. J'ai pas vraiment compris la question. Please repeat. Alors, en général, nous allons à une civilisation post-humaine et je pense qu'on ne pourrait pas survivre sur cette planète pour trop longtemps. Du coup, je suis optimiste, je suis vegan, mais on a des nouveaux développements. On pourrait aller à Mars bientôt. Mais qui va vouloir aller sur cette planète vraiment sérieusement? C'est pas ça risque d'être un peu comme l'Australie. On va envoyer les criminels et les prisonniers là-bas. Allez, franchement, je pense que je vois ce que vous voulez dire. Moi, je pense que je suis un peu plus optimiste que vous sur le futur. Je pense qu'on peut toujours survivre sur cette planète, même si on est très nombreux. Il faudra juste trouver d'autres moyens de consommer et de s'occuper les uns des autres. Peut-être que c'est mon côté féminin. Peut-être ce sont beaucoup de modifications aux humains. Ça sera peut-être pas possible, mais je pense que c'est un point en commun.
mais je pense que ce serait mieux si on n'aura pas un plan B, mais ce serait mieux si on en a. That's my philosophy sometimes. Ouais, moi je me dis ma philosophie c'est plutôt on verra quand ça viendra. Don't see any more questions. Alors, moi, je n'ai plus de questions. Let's thank the speaker again. On va remercier la personne qui a donné le discours. Merci.